Venez avec moi. Venez à leur rencontre. Pour la mort et la gloire. Pour le Rohan. Pour votre peuple. Le soleil se lève. Oui. Oui. Le corps de Helm, mes amis, va retentir dans le gouffre. Une dernière fois. Oui! Voici venue l'heure de tirer l'épée ensemble. Cruauté, réveille-toi. Qu'importe le courroux, qu'importe la ruine, et que l'aube soit rouge. Bon, ok. Depuis un petit moment déjà, il y a quelque chose qui me fascine dans l'histoire avec un grand H. Et ce quelque chose, eh bien, c'est les histoires de Last Stand. Les Last Stand, c'est quoi ? En français, on peut traduire ça par un baroud d'honneur. C'est ces moments dans l'histoire militaire où un petit groupe de soldats assure une position défensive pour, au choix, tenter d'affronter, de repousser, de ralentir ou de survivre à un ennemi en écrasante supériorité numérique. Et même si parfois cette poignée de soldats arrive à survivre, la plupart du temps, ils vont mourir glorieusement pour défendre leur pays ou protéger leurs copains en train de se replier. Baroud d'honneur en français pour le coup possède vraiment l'idée de la mort des soldats qu'il effectue, tandis que Last Stand peut un peu plus être pensé avec une idée de survie, comme une situation désespérée mais pas inextricable. En gros, ça doit forcément vous faire penser à... Mais pourquoi, justement, ça vous fait penser à ça ? Si vous commencez à connaître la chaîne, vous connaissez aussi mon obsession pour les symboles. Pourquoi nous au sens d'humain, d'individu, ou de groupe, ou d'humanité, etc. C'est donc de voir pourquoi on apporte de l'importance à certains événements clés et pas à d'autres. Pourquoi certaines choses atteignent forcément l'imaginaire collectif et d'autres, non. Par exemple, si vous vous dites que vous pensez au film 300 parce que je vous parle de Last Stand et que ça vous renvoie forcément à ce film et à la bataille des Thermopyles juste à cause de ça, eh bien c'est sans doute faux. La bataille des Thermopyles est en effet un thème récurrent de l'art et de la culture européenne, qui a toujours été exploité dans l'histoire pour faire un lien entre, gros guillemets, la culture européenne contre l'autre, le barbare, et sa force et sa supériorité. On peut repréciser l'ironie déjà maintes fois dite dans de nombreux médiums entre la différence entre cette image contemporaine voire moderne des Spartiates comme protecteurs de la démocratie grecque contre les vilains barbares perses, alors que les Spartiates à l'époque c'est plutôt une oligarchie déjà, et les Perses ils ont le cylindre de Cyrus depuis plus de 50 ans, soit la première proto-déclaration des droits de l'homme connue de l'histoire. Mais bon, en vrai... Et nos flèches vont vous masquer le soleil. Nous combattrons à l'ombre dans ce cas. Je l'admets, c'est classe. Mais alors, pourquoi ce baroud d'honneur est plus connu par exemple que la bataille des portes persiques, qui eut lieu 150 ans plus tard et où les Perses effectuèrent une dernière résistance contre les forces d'Alexandre ? Eh bien, c'est justement parce que certains événements, moments de l'histoire, servent à construire une identité, une culture commune et une connaissance du monde, là où d'autres vont sembler superflus dans le grand ordre des choses. Et les Last Stands sont faits pour nous attirer et forger ce genre d'événements, car ces moments vont quasiment toujours entraîner une propagande patriotique et être marqués dans leur temps. C'est pour cela qu'il faut les regarder sous cette forme en se demandant ce que ces Last Stands montrent de nous et de nos sociétés. Et même dans certains cas, comment la vision de ces barouds d'honneur a pu évoluer avec cette même société. Je vous propose donc de parler de 4 cas. 4 barouds d'honneur forcément classe, mais pour que nous nous posions quelques questions autour d'eux. Alors, sans plus tarder, commençons par...
Bon, celle-ci est quand même assez connue, et elle est devenue iconique, surtout au Royaume-Uni. C'est en effet une bataille importante et symbolique qui a changé à jamais l'histoire de l'Angleterre. Pareil, si vous avez déjà vu la série Vikings, vous avez une idée des relations entre les Vikings, justement, et les peuples anglo-saxons, puis européens à cette époque. Entre 793 et 1066, les Vikings commencent à naviguer et se rendent partout en Europe pour découvrir de nouveaux territoires et de nouvelles richesses. Et c'est justement cette bataille qui marque la fin de leur expansion. Cette bataille de Stamford Bridge a lieu le 25 septembre 1066 et oppose l'armée anglaise menée par Harold Godwinson aux forces du roi de Norvège, Harald Hardrada, qui cherche à s'emparer du trône d'Angleterre avec l'aide de Tostig, le frère exilé de Harold. Harold, le roi d'Angleterre, remporte la bataille, mais cela ne lui servira pas à grand-chose, car quasiment au même moment, Guillaume le Conquérant débarque dans le sud de l'Angleterre, forçant Harold à faire subir une marche forcée à son armée après sa victoire pour l'affronter. Ce qui lui coûtera sans doute en partie la vie, car il meurt lors de la bataille d'Hastings le 14 octobre, ses troupes sans doute épuisées par une quinzaine de jours de bataille et de marche forcée. Harald, le roi norvégien, est un combattant et stratège aguerri. Il mesure presque 2 mètres de haut et a combattu sur tous les champs de bataille d'Europe. Il débarque dans le nord de l'Angleterre, près de la ville d'York. Et plutôt que tenter de prendre l'Angleterre par la force, il met en avant son alliance avec Tostig, le frère du roi, pour essayer de rallier certains nobles anglais avec lui. Ses succès initiaux sont fulgurants. Les troupes norvégiennes s'emparent de la ville de Scarborough, rembarquent puis débarquent à Rickhall, sur le bord de la rivière Ouse du Yorkshire. Elles battent l'armée des comtes Edwin de Mercie et Morcar de Northumbrie le 20 septembre à Fulford. Cette victoire ouvre à Harald la route d'York, la deuxième ville du royaume d'Angleterre, qui tombe entre ses mains le 24. Ne pensant pas que le roi anglais puisse arriver si vite, celui-ci parcourt 320 km en 4 jours, Harald s'installe près de Stamford Bridge et envoie un tiers de ses forces garder ses dracars. Inconscient du danger, la force viking est relaxée et les soldats n'ont pas tous leur armure ou leurs armes à portée de main. Cette décision, elle est logique pour Harald, même si elle lui coûte la bataille. Il a déjà détruit la force principale de la région il y a 4 jours et il pense qu'aucun renfort ne peut arriver pour reprendre le territoire qu'il a déjà conquis. La bataille commence le 25 septembre vers la fin de matinée. Le Stamford Bridge est sur la rivière Derwent et les Vikings en contrôlent les 2 côtés. L'arrivée d'Harold rend perplexe les forces de Harald, ne voyant pas exactement le nombre de soldats de leur ennemi et ne sachant pas de qui il s'agit. Les 2 alliés et le roi anglais organisent des pourparlers rapides. Harald ne parle que très peu anglais. C'est donc Tostig, le frère du roi, qui s'occupe des négociations. Harold lui promet le retour de ses terres en Angleterre, ainsi que 1/3 de l'île en plus s'il trahit son compagnon norvégien. Tostig demande alors ce que Harald et ses amis auront pour leur peine, et Harold répond âprement « 6 pieds de terre. Quoique un peu plus, car ton ami est grand. » Bon voilà le sens de la répartie. Tostig refuse, et la bataille commence bien vite. Il y a d'ailleurs 2 last stands mémorables dans cette bataille. Tout d'abord, alors que les troupes anglaises essayent de traverser le pont, un guerrier viking solitaire les retient. Le pont était sans doute étroit, permettant à un homme seul de tenir contre une force supérieure. À lui seul, il tue 40 Huscarls, des soldats d'élite anglais. Son courage et sa fougue sont tellement impressionnants que les Anglais lui proposent de se rendre. Mais le Viking les traite de lâches et semble bien décidé à mourir. Finalement, des hommes passent sous le pont et le poignardent avec des lances pour le forcer à se mettre à genoux, avant qu'il ne soit tué par l'armée anglaise. Son sacrifice permet à Harald d'organiser sa propre défense et son ultime baroude d'honneur. Sachant la fuite impossible, Harald organise une formation de boucliers en cercle pour tenter de résister aux Anglais. Mais ces hommes sont en infériorité numérique, et comme nous l'avons dit, certains n'ont même pas leur armure. Les troupes anglaises encerclent les Vikings et commencent à les massacrer. Harald tente une percée, mais une flèche l'abat. Harold demande une dernière fois à Tostig de se rendre, mais celui-ci préfère mourir aux côtés de ses alliés scandinaves plutôt que de les trahir. Symboliquement donc, pourquoi cette bataille est connue et reconnue, surtout dans la perfide Albion ? Déjà, parce que les historiens marquent cette bataille comme la fin de l'expansion viking en Europe.
Donc bon, même si c'est plus compliqué que ça, hein, c'était pas juste des relations de pouvoir et d'invasion, mais aussi des cas d'assimilation, d'échanges commerciaux et de choses comme ça. Mais le fait est que cette bataille marque la fin d'une époque et la rend importante dans l'imaginaire collectif. De plus, le fait que la bataille voit des moments héroïques divers de chaque côté permet à la fois de glorifier le courage des Vikings dans leur sacrifice et dans le fait qu'ils ne craignent pas la mort, mais aussi en même temps le courage des Anglais dans leur marche forcée pour affronter l'ennemi et l'envahisseur. Alors que, non, encore une fois, un lutte de pouvoir, tout ça, mais bon, ça représentait bien tout cela. Ainsi, un last stand où les deux parties prenantes peuvent être glorifiées et héroïsées sera toujours plus fort et rentrera plus facilement dans la mémoire collective, selon moi. Mais enchaînons maintenant avec... Bon, je vais vous raconter une anecdote sur moi. Un jour, au collège, en 4e, en cours de français, notre prof nous pose une trentaine de livres sur une table et nous dit qu'on doit en choisir un, le lire et faire un exposé dessus. Je me lève, je regarde un peu les livres et je choisis, moitié au pif, moitié attiré par la couverture, ce livre. Et c'est là-dedans que pour la première fois, j'ai appris quelques petites choses sur les cultures amérindiennes et sur Sitting Bull, ce chef, ce guerrier, ce chaman Lakota. Mais notre last stand dans tout ça, vous allez me dire? Eh bien, c'est lié. Car on va parler d'une des plus grandes victoires militaires d'une coalition amérindienne de Sioux et de Cheyennes formée à l'initiative de Sitting Bull contre le lieutenant-colonel Custer. La bataille de Little Big Horn qui eut lieu le 25 juin 1876. Surtout, nous allons nous interroger sur comment la vision de ce last stand a évolué au cours des décennies suivantes. Car oui, gros morceau, si je vous parle des Amérindiens ou Indiens d'Amérique, il y a quand même de bonnes chances, si vous êtes de ma génération, que vous ayez plutôt une image positive de ces différentes tribus et cultures. Alors ok, sans doute une vision stéréotypée des Amérindiens, mais quand même une vision positive. Vous voyez, ces peuples merveilleux, proches de la nature, avec une sagesse simple et bienveillante, bien loin de la cupidité et de l'avidité de l'homme blanc. Dans les années 90 et puis 2000, et même jusqu'à encore très récemment, on a eu des films, des séries et plein de médiums différents qui ont remis au goût du jour cette vision de l'Indien. Bon, bien sûr, ce serait à nuancer, car les différentes tribus amérindiennes n'étaient pas toutes les mêmes, il y avait beaucoup de différences suivant le temps dans l'histoire et la zone géographique étudiée, donc C'est un bordel. Et je ne suis pas un spécialiste. Je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures sur les peuples d'Amérique. Alors pareil, si je vous dis George Armstrong Custer, il y a des possibilités que le nom ne vous dise rien, mais sachez que c'est une icône aux États-Unis. Et même si vous ne le connaissez pas, il est énormément présent, de manière plus ou moins détournée dans la pop culture américaine. Par exemple, et pour information, c'est le 2e personnage en termes de livres écrits sur lui aux États-Unis, juste derrière Lincoln. On ne réalise pas l'importance de Custer dans l'inconscient collectif américain et son influence dans l'histoire. Donc, on va essayer de prendre des pincettes, car on parle d'un personnage historique, et il ne faut pas coller notre vision du présent sur un personnage du passé. Et on va essayer de sortir du carcan méchants américains et gentils indiens. Même si bon, voilà, il y a quand même un peuple qui a été massacré, spoilé, déporté, et contre lequel on a essayé de détruire sa culture au cours de l'histoire. Ce dont il faut être bien conscient, c'est que tuer des Amérindiens à l'époque était presque considéré comme un sport. Ils étaient vus comme moins que des humains. En vrai, ils étaient vus comme... Il n'y a rien à faire avec ces païens indiens. C'est une race de vipères de bon à rien. Il faut tuer ces bêtes d'une balle dans la tête. La vermine, moi je l'extermine. Tous des sauvages, même pas des êtres humains. Des sauvages, chassons ces païens. Puisqu'ils ne sont pas blancs, ils sont forcément méchants. Battons les tambours de guerre. Tous des sauvages, commençons le carnage. Battons
Chantons les tambours de guerre. Moins que des humains. Et nous pourrions faire une longue liste des maltraitances, massacres et du non-respect d'accords par les USA, mais aussi les autres colons européens avant. Donc Custer, qui avait quand même une sacrée réputation de tueur d'Indiens, est-ce qu'il était pire que les autres à l'époque ? En tout cas, il est avéré qu'il n'avait aucun scrupule à massacrer ce qui serait considéré aujourd'hui comme des civils, femmes, vieillards, enfants. Donc si remettre en contexte est nécessaire, l'absoudre est hors de question. Surtout quand ce genre de comportement militaire n'avait lieu qu'avec les Indiens. La bataille que nous allons étudier est d'ailleurs appelée Custer Last Stand aux États-Unis. Comme précédemment, elle est un last stand pour Custer qui y trouve la mort, mais aussi vraiment un baroud d'honneur dans le sens de l'expression française. La dernière résistance et victoire majeure des Amérindiens, unis et ordonnés avant la fin des guerres indiennes. Ce matin du 25 juin 1876, les 647 hommes du 7e régiment de cavalerie de l'armée américaine du lieutenant-colonel George A. Custer vont donc affronter une coalition d'environ 1500 guerriers Cheyennes et Sioux pendant près de 2 jours. En prévision du combat, Custer divise ses forces en plusieurs groupes. Son plan est de prendre le camp amérindien en tenaille en l'attaquant de plusieurs côtés, le train de munitions devant progresser indépendamment. Fort de son habitude d'attaquer des civils, Custer conduit l'attaque d'un camp d'Amérindiens Sioux et Cheyennes d'environ 6000 à 7000 personnes. Ne connaissant pas le nombre d'Amérindiens et voulant conserver l'effet de surprise, il ordonne l'attaque du campement sans faire de reconnaissance. Une partie de ses troupes doit se replier face au nombre d'ennemis. À cause de son choix stratégique, les forces de Custer se retrouvent divisées en 3 et sont mal équipées, car il privilégie la vitesse de ses attaques plutôt qu'avoir des troupes lourdement armées. Et elles ne sont pas assez nombreuses pour affronter un ennemi en surnombre. Ces 3 groupes se retrouvent peu à peu encerclés sur 3 crêtes différentes et livrent un dernier combat contre les Amérindiens avant d'être massacrés un par un pendant des heures et des heures. Sur les presque 650 soldats américains, plus de la moitié sont morts ou blessés. La bataille conduira au massacre de Wounded Knee 14 ans plus tard et à la fin des guerres indiennes. Encore une fois, sans rentrer dans les détails, l'histoire des relations entre ces deux entités est complexe. Des massacres ont été réalisés des deux côtés, des atrocités indicibles également, des dizaines et des dizaines de traités de paix ont été signés, puis violés. Toutefois, dans la grande majorité des cas, la réaction guerrière des Amérindiens était souvent pour se défendre et défendre leurs terres. La bataille de Little Big Horn naît d'ailleurs autour d'un conflit autour des Black Hills, une chaîne de montagnes sacrée pour les Lakota. Elle leur avait été assurée par un traité, mais suite à la découverte de gisements d'or dans ces montagnes, le traité fut peu à peu violé. Ce fut d'ailleurs dans cette chaîne de montagnes que fut construit, des années plus tard, le fameux mont Rochemort. La montagne dans laquelle ce monument a été taillé représentait d'ailleurs les 6 grands ancêtres Lakota. Vous pouvez imaginer que, en plus de prendre les terres garanties par un traité, les États-Unis ont en plus derrière façonné ces montagnes sacrées à l'image des gens qui leur ont prises. L'histoire ne doit pas servir à distribuer les bons ou les mauvais points, mais à chercher à découvrir une forme de vérité objective. Objectivement, les Amérindiens ont certes commis des atrocités, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont avant tout mené un combat de défense. Défense pour leurs terres et leur droit d'exister sur un territoire. Combat malheureusement perdu d'avance face à l'avancée technologique, les moyens de production et le nombre d'Américains poussant toujours plus à l'ouest. Aujourd'hui encore, les populations natives américaines sont parmi les plus pauvres et avec un niveau de vie le plus difficile aux États-Unis. Custer, quant à lui, sera immédiatement sacralisé par sa propre épouse comme un vrai Américain et un soldat courageux. Pendant les années à venir, les Amérindiens seront toujours montrés dans les œuvres de fiction comme les sauvages, les méchants, les monstres empêchant l'homme blanc d'accomplir sa destinée manifeste de conquérir les grands espaces de l'Amérique. Pendant presque 100 ans, dans les films, les livres, les comics, Custer est le héros et les Indiens sont les méchants. Mais, car il y a un mais, et cela est très intéressant, les choses commencent à changer durant les années 70.
le devoir de mémoire commence à être effectué sur ce que certains appellent le génocide des natifs américains. Et Hollywood et d'autres médiums de la culture populaire commencent à avoir un regard critique sur Custer. L'attaque peut être directe, même si elle est encore rare, le faisant passer du statut de héros d'un film à celui de méchant ou de simplet. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le détournement de son style pour des personnages que l'on retrouve dans la fiction et qui ne sont pas le colonel Custer, mais lui ressemblent et sont invariablement des méchants, comme dans ces films. Vous voyez la ressemblance ? Alors oui, c'est à la fois un stéréotype d'une figure qu'on appelle le beau sudiste, mais cela représente aussi, selon moi, le lieutenant-colonel Custer. On peut même y voir une certaine ironie, car nous avons maintenant souvent des représentations de méchants qui vont avoir le style de Custer, mais qui vont être des personnages représentant le Sud et les soldats du Sud des États-Unis. C'est assez ironique car Custer lui-même était un combattant du Nord pendant la guerre civile et a toujours combattu avec le Nord. Donc malgré toutes les atrocités qu'il a pu commettre ensuite pendant les guerres indiennes, il s'est quand même battu pour le Nord. Ce qu'on assiste, selon moi encore une fois, c'est une sorte de mélange cathartique de toutes les figures qui pourraient être problématiques aux États-Unis. Les soldats du Sud qui s'étaient battus pour l'esclavage, mélangés avec l'image de Custer qui devient une sorte de repoussoir. Parallèlement à cette déchéance, les peuples amérindiens sont sortis de leur rôle d'antagonistes dans la fiction pour être peu à peu présentés sous des jours plus positifs, comme dans beaucoup de films à partir des années 90 et jusqu'à même encore très récemment. Il est donc intéressant de voir comment un last stand peut, pendant des décennies et des décennies, servir de propagande, mais également évoluer avec le temps. Un baroud d'honneur n'est pas fixé et n'est pas terminé. Si la société évolue, si les mentalités changent, alors la vision que l'on a de l'histoire et que l'on a héroïsée changera également. Et passons maintenant au numéro 3. What do you know about Zulus? Bunch of savages, isn't it? All right. How far can you rednecks march in a day? Oh, 15, 20 miles, is it? Well, a Zulu regiment can run 50 miles, and fight a battle at the end of it. Bon, quand on parle de colonisation et d'Afrique, ça doit au moins renvoyer à quelques vagues notions de cours à l'école, où la France et d'autres pays arrivent au milieu de l'Afrique et boum, on passe des tribus et des huttes en terre cuite à la civilisation européenne et de grands travaux et l'exploitation de masse des populations. Cette vision de la France qui amène une sorte d'œuvre civilisatrice en Afrique, elle est encore très répandue. On la retrouve encore beaucoup aujourd'hui dans la société française. Et c'est normal, parce qu'en fait, on a tendance à invisibiliser les peuples et les civilisations d'Afrique qui étaient extrêmement nombreux sur le continent au début de la colonisation. Quand, par exemple, on parle de colonisation des Amériques, on pense aux Mayas, aux Aztèques et aux Incas. Quand on parle de colonisation de l'Asie, on pense à l'Empire chinois, au Japon, voire même au royaume de Siam. Alors pourquoi ne connaissons-nous pas le royaume d'Aksum, l'empire Ashanti, le royaume de Dahomey ou encore le royaume de Futa-Toro ? Nous ne les connaissons pas car, historiquement, lorsque les projets de colonisation émergent en France et en Europe au XIXe siècle, ils viennent avec une idée d'invisibiliser et d'effacer les cultures et les civilisations qu'ils vont coloniser. C'est pourquoi nous allons parler de la bataille de Rock Drift, qui pour moi marque une forme d'inversion de l'histoire, un moment suspendu de l'histoire de la colonisation où un empire africain s'impose dans l'imaginaire collectif. Un moment où c'est bien l'empire britannique, le plus grand et vaste du monde, qui se retrouve à devoir faire un last stand face à une armée plus forte
plus résistante et plus nombreuse, celle de l'Empire Zoulou, qui combat avec des lances, des boucliers et de vieux fusils. Car en effet, aujourd'hui encore, surtout dans le monde anglo-saxon, mais aussi en France, si l'on parle de Zoulou, cela doit au moins évoquer quelque chose, peut-être grâce à notre cher capitaine Haddock, contrairement aux autres empires que j'ai cités précédemment. Et nous allons explorer pourquoi. Pour vous donner un peu de contexte, nous sommes dans les années 1870, dans le sud de l'Afrique. Sur ce territoire, 3 entités politiques dominent le sud du continent africain. Les colonies anglaises, développées depuis le début du siècle dans le cadre de l'expansion coloniale britannique, les républiques boères, des États fondés par des descendants de populations néerlandaises arrivées au XVIIe siècle, et enfin le royaume Zoulou, État africain le plus puissant, lui aussi en fort développement après avoir vaincu la plupart de ses voisins. Après plusieurs décennies de rapports tendus, plusieurs Britanniques influents avancent l'idée d'envahir le royaume Zoulou et d'annexer les républiques boères, afin d'accroître l'Empire britannique. Pour gagner le soutien de l'opinion publique, une entreprise de diabolisation du royaume Zoulou et de leur roi est ainsi mise en place. Ils sont présentés comme des tyrans sanguinaires, afin de faire accepter l'interventionnisme britannique. Et oui, déjà à l'époque, tout est une question d'image et de se trouver du bon côté. Le roi de la nation Zoulou, au nom de Sestswao Kapmambe, désolé, a créé une armée puissante et disciplinée, centrée autour des impis, des fantassins d'élite munis d'immenses boucliers et de saguets. Il souhaite toutefois éviter un conflit ouvert contre les Britanniques, n'ayant pas autant de fusils, même s'il en avait environ 50 000, et sachant que les moyens mobilisables par le plus grand empire du monde pourraient être dévastateurs. Mais durant l'hiver 1878, 2 femmes zoulous fuyant leur époux violent se réfugient au Natal, où elles sont poursuivies, capturées puis assassinées. Pour le haut commissionnaire britannique en Afrique du Sud, Bartle Frere, il s'agit d'un assassinat de personnes sous protection britannique, et il considère cela comme un casus belli, donc une bonne raison d'attaquer. Les Britanniques exigent le démantèlement et le désarmement de l'armée zoulou, la rectification des frontières et l'installation d'une autorité au Zululand. Les Zoulous refusent des exigences qui s'apparentent à une mise sous tutelle. Une fois l'ultimatum passé, les Zoulous préparent la défense de leur territoire. De leur côté, les Britanniques prévoient une guerre d'invasion rapide. Ils ne prennent pas les Zoulous comme une menace sérieuse pour leur armée. Le 20 janvier 1879, 1700 soldats s'installent à Isandlwana, un site à proximité de la frontière du Natal, afin de préparer une offensive sur les troupes zoulous. Ils ne fortifient pas vraiment leur camp. Et le 22 janvier, plus de 20 000 soldats zoulous fondent sur le camp britannique. Après quelques heures de lutte, l'armée britannique est décimée. On parle quand même de 1300 morts sur les 1700 soldats. Les Zoulous utilisent une tactique qui leur a maintes fois amené la victoire, la formation dite en corne de buffle. Il s'agit d'un mouvement en tenaille visant à encercler l'ennemi. Les troupes aguerries sont placées au centre, tandis que les jeunes guerriers, devant profiter de leur vitesse et de leur endurance, sont placés sur les ailes et doivent harceler et essayer d'encercler l'ennemi. Les Britanniques survivants s'enfuient. Une partie des troupes zoulous se dirige ensuite vers Rockdraft, une ancienne mission chrétienne où les Britanniques avaient laissé une compagnie pour protéger un dépôt de munitions. Et c'est là que quelques soldats britanniques préparent leur ultime résistance désespérée, sachant qu'aucune armée ne pourra venir à leur secours. Ils savent qu'ils doivent tenir leur position pour espérer survivre. Le 22 et 23 janvier 1879, 139 soldats britanniques s'apprêtent à faire face à 4500 guerriers zoulous. Des fortifications de fortune composées de tout ce qui peut tomber sous la main des soldats sont construites à la hâte. Dans le bâtiment, une infirmerie est faite dans une pièce et abrite les soldats britanniques blessés de la précédente bataille. Les fenêtres sont calfeutrées pour créer des meurtrières et renforcer la défense du lieu. Vers 16h30, un premier groupe d'environ 600 Zoulous lance une attaque. Les fortifications tiennent et les Britanniques font pleuvoir un déluge de feu sur les assaillants. La mise en place d'une défense oblige tout attaquant de contourner les fortifications pour essayer d'attaquer par le nord. Les Zoulous utilisent leurs lances courtes pour attaquer les défenseurs sur les barricades.
Le but des Zoulous est d'arriver à forcer un combat au corps à corps, afin de nullifier la puissance de feu supérieure des troupes anglaises. Aux alentours de 18h, les Britanniques abandonnent le mur nord pour rejoindre une deuxième position défensive au milieu de la cour. L'infirmerie se retrouve isolée et doit être défendue par les soldats blessés eux-mêmes. Les meurtrières leur permettent de tenir l'ennemi à distance tant que le gros des forces Zoulous ne se concentre pas sur eux. L'armée Zoulou saisit cette opportunité tactique et concentre son attaque sur l'infirmerie. Il se colle le plus possible au mur et arrache les fusils par les meurtrières. Pour secourir les blessés, un lieutenant ordonne d'abattre les murs entre chaque pièce du bâtiment et de sortir les hommes de l'infirmerie. L'ensemble des soldats de Sa Majesté se retrouvent sur les défenses de la cour et continuent inlassablement à repousser l'ennemi avec leurs armes et au corps à corps, jusqu'à ce qu'enfin les Zoulous se replient vers 4h du matin. 17 soldats britanniques perdent la vie lors de ce last stand, mais on compte 351 corps Zoulous sur les barricades, soit 1/10 de la force mobilisée pour essayer de prendre Rock Drift. Cette ultime résistance britannique permet de remobiliser les troupes après la cuisante défaite d'Isandlwana et de sauver la face pour l'armée. Ce baroud d'honneur servira particulièrement dans la propagande militaire de l'époque. Finalement, la nation Zoulou sera vaincue et ses territoires annexés à l'Empire britannique. Symboliquement, cette résistance est importante pour l'Empire anglais à cette époque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est centrale dans ce qu'elle peut représenter dans l'histoire coloniale. Isandlwana reste la plus lourde défaite d'une armée technologiquement mieux équipée et a permis de faire rentrer les Zoulous dans l'histoire, étudiée d'un point de vue européen, contrairement à d'autres royaumes et empires à cette période. Les Zoulous, sans minimiser les tragédies et les morts qui ont pu en découler, rentrent quand même dans cet imaginaire romantique du perdant magnifique, de ce général ou de cette armée, de ces tacticiens de génie qui vont arriver à avoir de grandes victoires, mais au final n'arriveront pas à gagner la guerre. Je vous propose maintenant de passer à l'un de mes barouds d'honneur préférés. Pour plus de diversité, c'est un last stand naval pour finir. Comme quoi les barouds d'honneur peuvent aussi avoir lieu sur les mers. Bon alors je vous préviens, cette partie de la vidéo risque d'avoir quelques petits bips bien placés. Si je vous dis Japon et Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pensez plutôt à l'honneur des Japonais ou bien à l'horreur qu'ils ont pu provoquer au cours de leur politique expansionniste ? Car en effet, des années 30 jusqu'en 1945, le Japon, c'est quand même un empire extrêmement violent et agressif avec ses voisins, dans une logique coloniale, encore une fois. L'armée se centre autour d'un code du guerrier, le Bushido, très strict, et la culture ethnocentrée, voyant les Japonais comme les seuls maîtres légitimes de l'Asie, et cela va créer des atrocités chez les populations civiles des zones occupées. Ainsi, même si les Japonais n'ont pas mis en place un système génocidaire comme les nazis avec les camps, et même si l'occupation de l'Asie du Sud-Est a été plus longue en termes de temps pour les Japonais, le nombre de morts civiles et militaires sont similaires pour les États. 6 millions de Juifs et 20 millions de peuples slaves pour les Allemands, et 30 millions de peuples asiatiques pour les Japonais, dont au moins 23 millions de Chinois. On parle ici de massacres de masse de population, le plus connu étant le massacre de Nankin, avec des concours, entre guillemets, d'officiers pour qui tranchera le plus de têtes. Également une politique de viol de masse dans une optique de soumettre encore davantage les populations conquises. Et enfin, comble de l'horreur, les expérimentations sur les populations civiles. Là encore, l'exemple le plus connu étant celui de la terrible unité 731. Et bien sûr, je fais abstraction et je ne parle encore même pas des famines, des tortures, du travail forcé et toutes ces autres joyeuseries qui ont pu être pratiquées à l'époque. Donc bien sûr, le pays a changé, mais essayez de ne pas penser à tout ça la prochaine fois que vous voyez des trucs comme ça. Car oui, après la guerre, même si certains procès ont lieu, une grande majorité des dirigeants de l'armée et des scientifiques qui ont mis en place ce système ne sont pas condamnés.
Et même encore aujourd'hui, ce passé n'est pas vraiment adressé par la société contemporaine japonaise. C'est d'ailleurs pour cela, entre autres choses bien sûr, que les relations entre le Japon et d'autres pays de la région sont encore exécrables aujourd'hui, comme avec la Corée ou la Chine. Ironiquement, pas avec Taïwan, car le Japon en avait fait une colonie vitrine et avait extrêmement bien traité la population. Mais vous avez beaucoup de reportages et de témoignages qui vous montrent que les Japonais ne sont peu conscients de leur histoire à cette époque et ne comprennent pas parfois pourquoi ils sont rejetés par les Chinois et les Coréens qui, eux, ont conscience et se souviennent de ces atrocités. Mais pourquoi alors il n'y a pas eu plus de procès ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de devoir de mémoire ? Eh bien, cela tient en partie au fait que juste après la Seconde Guerre mondiale, commence la guerre froide. L'allié d'hier pour les États-Unis, l'Union soviétique, devient l'ennemi du jour. Pour les autorités américaines, il devient donc crucial d'avoir un allié dans la région de l'Asie de l'Est. Les USA réforment donc le Japon tout en protégeant ses grands dirigeants, notamment l'empereur, qui reste au pouvoir alors qu'il était le symbole de l'expansionnisme japonais et a été au courant des exactions de ses troupes. C'est pour cela que cette histoire est encore largement effacée aujourd'hui. Et c'est pour cela également que l'on fait alors de l'armée impériale et des soldats japonais, certes des ennemis, mais surtout des soldats forts et courageux, dont l'honneur est la valeur cardinale de leur système de pensée. Cela se retrouve dans la culture américaine d'après-guerre jusqu'au film d'aujourd'hui. Dites-moi d'ailleurs si vous souhaitez avoir une vidéo sur la propagande américaine pendant et après la Seconde Guerre mondiale, parce que, croyez-moi, il y a des dingueries. Donc revenons-en à notre Last Stand naval. C'est une histoire vraie, certes un peu méconnue aujourd'hui, mais qui a servi, elle aussi en son temps, à construire ce mythe de l'Amérique courageuse et conquérante et des soldats japonais plaçant l'honneur et le courage au-dessus de tout. Voici le USS Johnston. C'est un destroyer de la classe Fletcher, dont la construction a été terminée le 25 mars 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, et au moment où les USA intensifient leur effort de guerre sur tous les fronts. En gros, un destroyer, c'est un navire qui servait de base à contrer les torpilles et à protéger une flotte. Pour cela, il est assez polyvalent et rapide, mais moins protégé et moins bien armé que d'autres classes de navires plus lourds, comme par exemple les cuirassés. Il va participer aux campagnes du Pacifique des îles Gilbert et Marshall, des îles Salomon et des îles Marianne et Palaos. Ernest E. Evans est nommé commandant du navire. Et Evans, il est dans le genre « on me casse pas les couilles et on est là pour casser des gueules ». Il dit d'ailleurs lors de son discours de prise de fonction du Johnston « This is going to be a fighting ship. I intend to go in harm's way, and anyone who doesn't want to go along had better get off right now. » Arrive enfin la bataille au large de Samar, qui s'inscrit dans l'opération plus large de la bataille du golfe de Leyte du 23 au 26 octobre 1944, qui est considérée comme la plus grande bataille navale de l'histoire et qui se marque par une lourde défaite des forces impériales japonaises. On parle de 11 500 morts sur 3 jours. Et c'est cette bataille qui va empêcher définitivement le Japon de pouvoir redevenir une force maritime offensive. Pour vous donner le contexte de la bataille, le Johnston et d'autres destroyers forment une sous-unité du groupe de porte-avions d'escorte de la 7e flotte et naviguent dans le golfe de Leyte le 17 octobre dans le but de préparer la libération des Philippines. En réponse, le 18 octobre, la marine impériale japonaise envoie 3 flottes pour couper la route aux forces terrestres américaines et les détruire. La plus grande flotte est placée sous le commandement du vice-amiral Takeo Kurita et suit une trajectoire qui, le 25 octobre, la conduit aux faces du Johnston et de ses alliés. À 6h57, le contre-amiral Clifton Sprague, commandant de la sous-unité, ordonne à l'unité de se diriger vers l'est à pleine vitesse et de jeter des écrans de fumée pour bloquer la vue de la flotte japonaise. On parle de 23 navires japonais, dont 4 cuirassés. Et parmi ces cuirassés, il y a le Yamato. Regardez-moi ça. Ça, c'est le motherfucking Yamato. C'est le cuirassé de classe Yamato. Bah oui, parce que la classe, elle a été appelée d'après lui. C'est le plus grand et le plus puissant des cuirassés qui n'a jamais été construit. Il déplaçait 72 800 tonnes à pleine charge. Il avait 9 canons de type 94 d'un calibre de 460 mm. C'est une monstre, c'est une forteresse sur les mers. Pardon, enfin bref. Donc 23 navires japonais et 13 navires américains, dont la plupart plus rapides mais moins armés.
Mais le ciel appartient aux Américains, avec 322 avions de combat contre seulement 36 kamikazes côté japonais. Le colonel Evans ordonna un virage vers le nord-est afin que le Johnston puisse charger les Japonais en vue d'une attaque à la torpille et jeter de la fumée pour couvrir la fuite de la flottille. À 7h10, le Johnston commence à tirer sur le croiseur lourd Kumano. À la tête d'une colonne de croiseurs, le Johnston tire plus de 200 obus de sa batterie principale sur le Kumano au cours des 5 minutes suivantes, touchant le croiseur au moins 40 fois et mettant le feu à sa superstructure. Puis, s'étant approché à 9100 mètres, le Johnston lance ses 10 torpilles sur le Kumano, puis tourne pour se cacher dans sa propre fumée. Ces dégâts obligèrent le Kumano et le croiseur Suzuya, qui s'était rangé aux côtés du Kumano, à se retirer de la bataille. Mais alors que le Johnston chargeait et engageait le Kumano, celui-ci fut à son tour engagé par les 3 autres cuirassés, le Yamato, le Nagato et le Haruna, ainsi que par le croiseur Suzuya. Le Johnston est à 4 contre 1, et à 7h30, il est touché par 3 obus de 14 pouces et 3 obus de 6 pouces, ce qui entraîne de nombreuses pertes et d'immenses dommages à sa passerelle et à ses locaux techniques. La perte de son gyrocompass, de ses canons arrière de 5 pouces, de sa machine à gouverner, ce qui réduit sa vitesse à 17 nœuds, en gros à peu près 30 km. Caché dans sa fumée et dans un grain de pluie pendant les 10 minutes suivantes, l'équipage du Johnston rétablit l'alimentation des 2 canons principaux arrière. Le Johnston commence à virer vers le sud pour rejoindre son unité, et là il croise 3 autres destroyers, le Hoel, le Herman et le Samuel B. Robert, en route pour effectuer leur propre attaque de torpilles. Donc Evans, avec son navire qui est déjà à moitié une épave, il porte ses couilles et il fait demi-tour pour leur offrir un soutien, parce que, en fait, America, fuck yeah, tout ça, alors que son destroyer est déjà à moitié détruit. Oui, parce qu'en fait, il fait demi-tour tout en échangeant en même temps des tirs avec un autre cuirassé japonais, le Haguro. À 8h20, les escortes lancent leurs torpilles et virent au sud pour rejoindre Taffy 3, leur sous-unité. Le Johnston continue à protéger les porte-avions et la sous-unité et aide les autres destroyers. Puis voit ensuite 4 destroyers japonais menés par le croiseur léger Yahagi qui s'approche des autres porte-avions. Le Johnston engage alors l'ensemble de l'escadron seul et ouvre le feu sur le Yahagi à 8h50, à 9 km, et se rapproche jusqu'à 6400 mètres. Il touche le croiseur 12 fois et est à son tour touché par plusieurs obus de 5 pouces. En réponse, le Yahagi, également mitraillé par des avions américains, vire de bord et se désengage. Le Johnston tourne ses tirs vers les destroyers japonais, qui s'inclinent bientôt à leur tour sur tribord. Mais l'escadron est rejoint alors par 2 autres croiseurs, et il se concentre sur le Johnston. Et en peu de temps, il le prive de son mât principal, de son dernier moteur et de ses canons. Le pont est inhabitable, et un incendie couvre une grande partie du navire. Evans déplace son commandement vers l'arrière du navire, où à 9h45, il ordonne à l'équipage d'abandonner le navire. À 10h10, le Johnston se retourne et coule. Sur un effectif de 327 hommes, 186 hommes et officiers, dont Evans, meurent. Et nous avons là l'événement important de la bataille. Il est montré dans les journaux de bord qu'au moment où le navire est en train de couler, au milieu du feu, de la fumée, du bruit des canons et des avions, l'équipage du destroyer Yukikaze, qui passe à côté du Johnston, le salue, lui et son équipage, avec tous les honneurs. On est encore face à un last stand qui va permettre d'honorer les 2 parties. Ça permet à la fois d'accentuer le côté honorable des Japonais, saluant un ennemi valeureux et le glorifiant, même si il y aurait beaucoup de choses à dire sur, par exemple, le traitement des prisonniers de guerre de la part des Japonais, mais ça permet aussi de montrer le courage et l'abnégation des Américains, que même les Japonais, dans ce cas-là, sont obligés de reconnaître comme valeureux. Cela a permis de donner une impression d'égalité et de guerre que l'on pourrait presque qualifier d'honorable dans ce cas-là, où les 2 parties arrivent à connaître
et reconnaître la valeur de l'autre. Même si en vrai c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus étrange que ça. L'idée c'est pas de ternir l'héroïsme des hommes du Johnston, mais c'est encore une fois de montrer que, bien oui, ce genre d'histoire, de la scène, ça me fascine. Mais aussi d'être conscient qu'en fait, ces last stand sont utilisés pour être romantisés et utilisés dans une vision de propagande. Ce sera ma conclusion de cet épisode. Un héros, pour un pays, un État, une nation, c'est utile. Un héros mort, ça doit l'être encore plus. Un héros mort ne va jamais contester, ne va jamais changer. Des héros morts resteront toujours parfaits dans l'instant héroïque qu'ils ont réalisé. Ce que nous avons vu, c'est que, bien sûr qu'on peut saluer ces last stand, bien sûr qu'on peut saluer l'abnégation, la force et le courage de tous ces gens qui se sont sacrifiés à certains instants. Mais il faut bien faire attention à l'héroïsation qui peut en être faite derrière et s'interroger pourquoi ces gens courageux deviennent des symboles. Que ce soit pour servir une certaine propagande ou une certaine idée de quelque chose. Et comme nous l'avons vu, cela peut changer, notamment avec Custer, ce grand héros pendant des siècles qui est ensuite devenu petit à petit un paria dans ses actions. Pareillement pour les Zoulous, pour les hommes du Johnston, pour les Vikings et pour les Anglais. Oui, bien sûr, ce sont de grandes batailles. Oui, bien sûr, ce sont des moments héroïques qui peuvent arriver, débarquer, débouler dans l'histoire et qui vont avoir une conséquence. Mais il ne faut jamais oublier pourquoi ces last stand existent, pourquoi ils arrivent à ce point dans notre imaginaire collectif et à quoi ils peuvent bien servir. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant la longue réalisation de cette vidéo. Merci à tous ceux qui m'ont inspiré, aidé, permis d'approfondir certains sujets et de remanier certaines choses dans cette vidéo. N'oubliez pas que nous sommes présents sur Twitch 3 fois par semaine. Nous jouons à des jeux, mais aussi nous discutons un peu plus en avant de certains sujets d'histoire et de pop culture. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. S'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, lâchez un follow. Abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos et pour l'aider à grandir. Je vous dis à très bientôt et merci encore.